Salut à tous, c'est Magic Shura et aujourd'hui je vais résumer les chapitres 401 à 410 de Hunter x Hunter, c'est-à-dire le tome 39. Et comme il y a énormément d'informations, je vais commencer tout de suite avec le chapitre 401. Nous sommes un mardi, le 10e jour à 2h de l'après-midi. Longi, une femme et garde du 5e prince Tsubepa, entre dans la salle pour que Kurapika et Bill lancent le processus d'éveil de son naine. Longi révèle qu'elle est utilisatrice de naine, mais que son pouvoir n'a rien à voir avec les serpents tueurs, capacité connue sous le nom de Silent Majority. Elle décide de montrer son pouvoir pour le prouver. Sa faculté se nomme Moonlight Act, les mots transparents, de catégorie manipulation de type conditionnel. Il s'agit de faire un contrat de naine avec une date d'expiration. La finalité est que Longi, si le contrat est respecté, peut donner des capacités aux autres ou bien restreindre leurs actions. Cela combine des conditions et un serment obligeant Longi à tout dévoiler des termes du contrat sans mentir. La signature du contrat étant une condition d'activation. L'objet de ce contrat de naine est un partenariat coopératif avec le 5e prince Tsubepa, qui n'est d'ailleurs pas au courant de ce pouvoir ni que Longi est utilisatrice de naine. Kurapika utilise sa Dowsing Chain pour vérifier si Longi dit la vérité. Longi révèle qu'elle est la fille biologique de Beyond Netero. Celui-ci a orchestré il y a 30 ans plusieurs mariages blancs entre des soldats de haut rang et des femmes que Beyond mettait ensuite enceintes. Les couples ont élevé les enfants nés, puis les ont envoyés à l'Académie royale militaire. Les bébés avaient leur naine éveillée dès la naissance, facilitant leur apprentissage du Ten et du Zetsu, et ainsi rendant très facile les tests physiques pour entrer dans l'armée de Kakin. Longi a fini par comprendre ce secret et a appris l'existence d'autres demi-frères et demi-sœurs. Elle suppose, à l'époque, que Beyond voulait simplement placer sa progéniture dans l'entourage du prochain roi. D'après ses parents adoptifs, Beyond avait un objectif d'unification du monde sous le pays de Kakin. Mais en réalité, Beyond avait placé une malédiction de naine sur tous ses enfants. Sous la langue de Longi, on peut voir, en utilisant le Gyo, la marque d'un naine maléfique. Longi a retrouvé une de ses demi-sœurs, Maka, lorsqu'elles étaient toutes les deux gardes de la deuxième reine d'Uazul. Elles ont remarqué l'existence de leur sceau maléfique de naine le jour de la cérémonie de l'urne qui a donné au prince les pouvoirs des bêtes de naine spirituelles protectrices. Elles ont été voir un utilisateur de naine très réputé pour les examiner, et il leur a expliqué qu'il s'agissait d'un naine très puissant et malveillant qui se déclenchera après leur mort. Les sceaux de malédiction ne peuvent pas être retirés et ils sont extrêmement puissants. Longi et Maka feraient partie d'un groupe d'au moins 10 personnes nommées les puissants sacrifices maudits, choisis pour maudire et tuer des cibles, probablement des princes. Il y aurait encore plus d'enfants de Beyond qui seraient des faibles sacrifices maudits qui ont été exclus de cette sélection. Beyond n'a évidemment pas informé ses enfants de leur cible, par contre, Longi est persuadé que l'un des princes est un enfant de Beyond Netero. La 8e reine Oito explique que, dans les conditions de participation à la guerre de succession, il fallait simplement être un enfant des femmes mariées légalement au roi Nasubi Oikoro, peu importe le père. Longi donne ensuite les termes du contrat de naine qu'il souhaite passer avec Kurapika. Le contrat est un accord de paix entre le 5e prince Tsubepa, le 14e prince Wobble, ainsi que sa mère, la 8e reine Oito. Les gardes affiliés ne s'attaqueront pas et en cas d'infraction, cela amène à un Zetsu forcé pour une semaine. Le contrat expire tous les dimanches à 9h du matin et sera automatiquement renouvelé pour une semaine si un messager du prince Tsubepa vient dans la suite princière 1014. Si Kurapika arrive à trouver le prince qui est l'enfant de Beyond, il aura le droit d'utiliser une fois la capacité de Longi, Moonlight Act. Celle-ci ne ment pas d'après la Dowsing Chain. Et elle explique son objectif, qui est de tuer elle-même l'enfant de Beyond chez les princes. Longi sort de la chambre en activant son naine. Furikov ne voit aucun signe de combat entre Longi et Kurapika, mais sent quelque chose de légèrement différent dans l'aura de Kurapika.
Il suppose qu'il y a bien eu un accord entre Kurapika et Longhi, mais il est surpris vu qu'il pensait que Longhi était bien la tueuse au serpent. Dans la cellule de Beyond Netero du premier niveau, celui-ci fait la demande de discuter avec quelqu'un en particulier. Chapitre 402. Le troisième prince Shorai retrouve son garde Tenth Story qui lui apprend qu'un accord a été officialisé. S'il ne reste dans la guerre de succession plus que Shorai, Tsubepa et Wobble, 3e, 5e et 14e prince, ces deux derniers se retireront à la condition que Sakata et Ashito, garde du 3e prince, restent en poste avec Kurapika afin de protéger Wobble. Tenth Story reçoit de la part de Shorai une deuxième pièce de monnaie de sa bête de naine. Tsubepa est contente de l'arrangement, elle espère porter l'attention sur Shorai et être un peu plus tranquille. Elle pense par ailleurs que Tserinich n'a jamais vraiment eu l'intention de travailler avec elle, bien qu'ils en aient discuté lors du premier jour. Sa bête spirituelle protectrice apparaît alors. Ryan, garde du premier prince, en déduit qu'une condition vient d'être remplie pour son apparition, probablement à cause du traité de paix qui vient d'être effectué. Dans un autre lieu, Balsamilko, le chef des gardes du premier prince Benjamin, teste un dispositif dans sa chaussure permettant de diffuser du gaz, fonctionnant en appuyant sur un bouton qu'il cache dans sa main. Il y ajoute une capsule d'une arme chimique nommée TSK-17, considérée à la base comme un échec d'une arme de destruction massive, mais qui est efficace contre une seule personne dans un petit environnement fermé. Les symptômes sont ceux d'une gastro-entérite, mais provoquent la mort en une demi-journée, ne laissant aucune trace à l'autopsie. Son but est d'aller éliminer le 9e prince Arkenberg, qui se trouve actuellement au 2e niveau du Blackwell, depuis qu'il est suspecté d'avoir attaqué Vict, garde de Benjamin. Le 11e jour, à 8h du matin, Sarkov, qui est un utilisateur de naine depuis sa naissance, continue les entraînements au Zetsu du 4e prince Tserinich, qui arrive maintenant tranquillement à l'activer en moins de 10 secondes tout en étant multitâche. D'après Sarkov, pour que la deuxième bête de naine puisse s'activer lors d'un Zetsu, il faut qu'elle accumule de l'aura en temps normal. À présent, pour plus de simplicité, je vais appeler Kacho 1, le 10e prince Kacho qui est déjà mort, et Kacho 2, la bête spirituelle protectrice de naine ayant pris l'apparence de Kacho. 2 heures plus tôt, à 6h, Senritsu, dans sa cellule, reçoit la visite de Kacho 2. Elle lui montre une photo du dos de sa sœur, le 11e prince Fugetsu, avec comme des piqûres. Fugetsu prétendait la veille pouvoir utiliser autant de fois qu'elle le souhaitait son Magical Worm, la capacité de sa bête spirituelle protectrice permettant de se déplacer dans le bateau. Kacho 2 et Senritsu essayent de savoir qui aurait pu faire ça. Et Kacho 2 pense à une attaque de la bête de naine du 7e prince Lusurus. Celui-ci aide la famille mafieuse Shaha grâce à de la vente de drogue, et donc sa bête pourrait être à l'origine de l'état de Fugetsu. Elle consulte Kaiser, le directeur adjoint du bureau judiciaire qui, d'après Senritsu, serait toujours sous l'influence d'un naine de manipulation ou d'auto-manipulation. Fugetsu n'est pas capable de créer une sortie à l'extérieur du bateau. Il y aurait peut-être un genre de barrière qui l'interdit. Kacho 2 pense que n'importe qui serait d'ailleurs capable d'emprunter le tunnel et elle voudrait tester cette théorie avec Senritsu. L'idée du plan étant que Senritsu rende inconscient Lusurus avec sa flûte et que quelqu'un d'autre, probablement Kaiser, le transporte dans le tunnel de naine jusqu'au canot de sauvetage, puis l'envoyer à l'extérieur du bateau et le tuer de la même façon que Kacho 1, en faisant croire à une mort accidentelle de Lusurus qui serait sous l'effet d'une hallucination à cause des drogues qu'il aurait consommées. Le problème étant qu'il faudrait que Fugetsu entre au préalable dans la suite 1007 de Lusurus pour y créer une porte plus tard. Ce genre de pouvoir nécessite au préalable de voir de ses yeux un lieu où l'on souhaite se rendre. Pour compléter cette condition, Kaiser imagine un plan. Il veut aller rencontrer tous les princes avec Fugetsu de manière officielle en compagnie du département judiciaire, en faisant croire qu'elle apporte à chacun une lettre écrite par la main de Kacho 1 avant sa mort, et Kacho 2 s'occupera de les rédiger. Cela permettrait à Fugetsu d'accroître le nombre d'endroits où elle pourrait se rendre avec son pouvoir. Kaiser va ajouter dans ses lettres des informations confidentielles
sur les agissements de certains princes, afin de semer le doute et la discorde entre eux. Ces informations viennent d'investigations du ministère de la Justice sur les princes. Ce sont de potentielles bombes dont normalement Kacho I n'aurait pas pu être au courant. Mais justement, les princes qui recevront les lettres se demanderont d'où viennent ces fuites. Kaiser a attendu que Balsamilko soit parti de la zone VVIP où se trouve actuellement le premier prince, tant que l'histoire de la mort de Musé n'a pas été résolue. Kaiser s'y rend donc avec Fugetsu et le département judiciaire. Fugetsu est livide avec des genres de fantômes de naines qui l'entourent, que Benjamin peut voir. D'après les réflexions de Benjamin, il s'agit d'esprits maléfiques de bas niveau qui sont apparus à cause de l'état de Fugetsu dû à la mort de sa sœur jumelle Kacho. Esprit qui d'ailleurs se désintègre lorsque la bête de naine de Benjamin leur crie dessus. Benjamin dit qu'il n'y a rien de spécial dans la lettre, mais il essaye tout de même d'en savoir un peu plus sur l'affaire Musé. Kaiser lui dit qu'ils ne l'ont pas encore retrouvé et voudrait aller chercher dans les autres suites princières, mais Benjamin lui répond que ça ne servirait à rien et que ce n'est pas le genre de crise nationale qui requiert l'utilisation de la loi martiale spéciale, le plus haut niveau de maintien de l'ordre qui donnerait tous les pouvoirs à l'armée. Kaiser pense que Benjamin essaye de trouver un moyen d'imposer cette loi martiale spéciale. Par la suite, Fugetsu va donner leur lettre à Tsubepa puis Taizon avant d'entrer chez Lusurus. La lettre de Lusurus contient beaucoup d'informations. Kaiser est surpris que Lusurus lui rende directement la lettre pour être examinée par la justice. Dedans, il est question de Tserinich. Mais Lusurus trouve toute cette histoire assez étrange. Il pense que Kacho I aurait pu vouloir monter les princes les uns contre les autres. Senritsu, Kacho et Kaiser ne sont toujours pas certains que Lusurus soit le coupable de ce qui arrive à Fugetsu, mais ils veulent agir vite. En sortant, Basho se présente en tant que collègue de Senritsu. Il donne un haïku à Fugetsu, qui agit comme un talisman permettant de repousser les esprits maléfiques de façon temporaire. Kurapika reçoit une lettre de la part de Fugetsu. Chapitre 403. Balsamilko entre dans le tribunal du deuxième étage avec l'intention de tuer Arkenberg pendant l'audience en l'aspergeant du gaz TSK-17, bien qu'il y ait un risque de contamination des juges et des avocats. Les gardes de la milice privée de Arkenberg sont surveillés en zone VVIP ou bien dispersés dans les bas niveaux. Balsamilko pense donc que Arkenberg est seul. Il passe par un couloir, mais s'arrête en plein milieu. En face de lui, un homme et une femme discutent et un autre est assis avec son ordinateur portable sur les genoux. Il se retourne et voit Vict, un de ses collègues garde de Benjamin. Balsamilko ressent alors le tremblement d'aura caractéristique du pouvoir de Arkenberg, mais il ne comprend pas. Sans ses gardes, le 9e prince ne devrait pas être en capacité d'utiliser son pouvoir. Vict utilise un langage militaire avec ses mains. Il explique qu'il a découvert le secret du pouvoir de Arkenberg. Sauf qu'en réalité, le corps de Vict est contrôlé par l'esprit d'un des gardes de Arkenberg. Le 9e prince apparaît avec son arc de naine et un groupe de civils derrière lui qui ont tous de l'aura. Ils sont un peu plus loin dans l'angle à gauche, donc Balsamilko ne peut pas les voir. Pour rappel, la bête spirituelle protectrice de Arkenberg a un pouvoir de renforcement de type conjoint de groupe. Elle marque les gens autour d'Arkenberg avec une plume sur le dos de la main et les fait tomber inconscients, qu'ils soient loyaux ou pas à Arkenberg. La marque disparaît après 10 minutes si la personne n'est pas loyale. Ceux qui ont la marque passent en semi-éveil aux naines. Ils ne voient pas l'aura mais en possèdent un peu plus que la normale. Si le groupe partage la même volonté, la puissance qui en résulte s'en voit démultipliée. Cela fonctionne avec les gardes de la milice privée de Arkenberg, mais également avec des civils. La capacité de Arkenberg est un arc nommé Grimal les Dissonances. C'est un pouvoir de type transfert d'esprit. Les flèches tirées peuvent traverser les murs, mais aussi toutes les défenses de naines. Pour s'en servir, il doit avoir ses gardes ou des civils autour de lui. L'homme assis fait des signes de main secrets afin d'informer Arkenberg de l'exacte distance où se trouve Balsamilko. Arkenberg calcule l'angle pour l'atteindre à travers les murs et lance sa flèche. Après cela, Benjamin reçoit un coup de fil de l'un de ses hommes. Celui-ci lui explique que le procès n'a pas eu lieu car Arkenberg se serait senti mal.
Au début, Benjamin pense que Balsamilko et Arkenberg se seraient attaqués mutuellement, mais normalement le TSK-17 met du temps à agir. Le 9e prince est actuellement alité avec des partisans à ses côtés, et Benjamin commence à penser que la milice de Arkenberg n'est peut-être pas la seule à pouvoir accroître le pouvoir de Arkenberg. Des civils qui supportent sa cause pourraient être tout aussi efficaces pour activer l'arc. Benjamin pense maintenant que Balsamilko est manipulé. Il lui parle au téléphone. Balsamilko dit que la flèche de Arkenberg ne l'a pas touché et que celui-ci a perdu connaissance. Balsamilko doit faire un rapport de ses résultats en fin de journée, mais Benjamin ne se laissera pas avoir. Il pense que c'est un piège et s'apprête à faire usage de la loi martiale si besoin. Il met sa milice au 1er, 2e et 3e niveau en état d'urgence. On voit ensuite la première reine Unma. Elle est au téléphone avec son fils et on apprend qu'il s'agit en réalité de Arkenberg. Dans la lettre de Kacho pour Benjamin, Kaiser a ajouté une information à propos du fait que Kacho 1 aurait découvert sur des sites internet étrangers que Arkenberg serait en réalité le fils de la reine Unma, et que celle-ci aurait demandé à la deuxième reine d'Uazul de protéger Arkenberg de ses frères Benjamin et Tserinich en le changeant dans l'ordre de succession. Les autres princes ont accepté les lettres sauf Tserinich et le 13e prince Marayam. Senritsu, Kaiser et Kacho II veulent passer à l'action contre le 7e prince Lusurus demain soir, jeudi le 12e jour. On retrouve Shorai dans la chambre 1003 qui discute avec ses gardes concernant les pièces qui sortent chaque jour de sa bête de naine. L'une d'entre elles a changé de valeur, passant du 1 au 10. Il leur demande d'essayer de trouver à quoi ça sert, mais ils ne fournissent que des idées simplistes puisqu'ils ne connaissent pas le naine, et donc Shorai a besoin de Kurapika. Un peu plus tard, dans le tribunal, Kaiser discute avec Steiner. Steiner est le secrétaire adjoint de l'agence des permis qui délivre les autorisations pour aller vers le Dark Continent, mais qui, pour la durée du voyage, est en soutien pour le département judiciaire de Kakin. Arkenberg aurait prévenu, quelque temps auparavant, que, lors d'une rencontre avec ses partisans, il y avait souvent des gens qui tombaient inconscients par la joie intense de le rencontrer, mais qu'il n'y aurait aucune inquiétude à avoir. Pourtant, une autre personne serait tombée inconsciente, mais à un autre endroit et à un autre moment. Kaiser souhaite donc interroger d'abord cet homme nommé Wario. En allant parler à ce Wario, Kaiser dit clairement qu'il existe des pouvoirs surnaturels et qu'il est prêt à soutenir Arkenberg si ça lui permet de protéger Fugetsu. Wario lui présente son tatouage de plume sur le dos de sa main et explique que Arkenberg s'attendait à ce que Kaiser vienne lui poser des questions. Wario dit alors que Arkenberg va bientôt mourir. Balsamilko rappelle Benjamin en affirmant avoir réussi sa mission et qu'il va lui informer ce soir du résultat. On peut voir que l'esprit de Arkenberg a en fait pris possession du corps de Balsamilko. Kaiser se rend dans la chambre de Arkenberg qui est entourée de ses partisans. Dans la chambre 1014 de Wobble, Kurapika va lancer le 2e cours de naine demain et veut annoncer la publication du contenu de la lettre de Kacho qui était adressée à Oito. Il veut faire cela pour éviter des soupçons inutiles, ralentir la guerre de succession et pour éviter que les princes supérieurs ne s'inquiètent du contenu des lettres des princes inférieurs. Il s'attend donc à ce que des princes l'appellent avant la publication. Mais Kurapika a reçu une 2e lettre avec toutes les informations de Senritsu. Chapitre 404. Kurapika, Oito et Wobble entrent dans la suite 1003 de Shorai. Kurapika fait des suggestions sur les pièces de naine. D'après lui, il devrait y avoir une limite au nombre de pièces matérialisées, mais vu que les pièces sont faites pour être distribuées, c'est peut-être possible de les produire en masse. Le but d'une monnaie étant de l'échanger, Kurapika veut d'abord vérifier s'il y a une modification qui s'opère sur une pièce qui a été distribuée à quelqu'un d'autre. Normalement, sur les pièces, il y a gravé d'un côté la valeur et de l'autre une représentation de la bête de naine. Mais sur celle de Time Story, c'est le dessin de Shorai lui-même à la place de la bête de naine. Pour tester, Shorai demande à Kurapika de prendre la pièce de 10. Celle-ci passe instantanément à une valeur de 1, mais elle change aussi de gravure. Ce n'est plus la bête de naine, mais cette fois-ci l'effigie de Shorai comme Time Story.
Kurapika la redonne à Shorai, mais cette fois, seule la gravure redevient la bête de naine. La valeur de 1 ne repasse pas à 10. Le narrateur nous avait dit précédemment qu'il s'agissait d'un pouvoir de catégorie matérialisation de type composite. Kurapika, lui, pense qu'il s'agit d'un type cumulatif. Les pièces stockent de l'aura afin de générer des capacités de naine chez la personne qui la détient. Quand une pièce change de propriétaire, le compteur de naine accumulé repart de 0, c'est-à-dire que la pièce repart à la valeur 1. D'après Kurapika et Shorai, les pièces se comportent comme des puissances de 10. Tous les 10 jours, une pièce augmenterait d'une puissance de 10. Au premier jour, c'est 10 puissance 0, ce qui équivaut à 1. Au bout de 10 jours, c'est 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. 20 jours, c'est 10 puissance 2, donc 100. 30 jours, c'est 10 puissance 3, donc 1000, etc. Il pense qu'au bout de 180 jours, soit 6 mois, la personne qui aurait gardé la pièce pourrait avoir un éveil forcé au nen. C'est un jeu de mots en japonais. 10 puissance 18 se dit yakei, qui est un mot proche de akei, signifiant explosion de force. Et dans le même esprit, il suppose qu'en passant les 640 jours, soit 1 an et 9 mois, la personne pourrait obtenir un pouvoir de nen. En japonais, 10 puissance 64 se dit fukashigi et ça peut signifier également miracle. Kurapika évite de dire à Shorai qu'avec les pièces, il y a quand même un risque de manipulation semi-astreignante, c'est-à-dire un contrôle du corps d'une cible encore consciente. Il en déduit aussi que Koventoba, le garde de Benjamin, a sûrement récupéré la toute première pièce, mais Kurapika garde cette info pour lui pour le moment. Ça peut toujours lui servir plus tard, au cas où Shorai découvrirait qu'il a caché le fait que les pièces pourraient avoir une capacité de manipulation. Shorai donne à Kurapika la pièce qui est apparue ce jour. Kurapika réfléchit à l'implication de la mafia dans la guerre de succession. Il pense que Benjamin pourrait cibler l'un des 3 princes affiliés à la mafia, Shorai, Tserinich ou Lusurus, pour créer une guerre des mafias et ensuite invoquer la loi martiale spéciale pour le maintien de l'ordre. Shorai propose à Oito et Wobble de rester avec lui dans la chambre 1003, mais Kurapika ne sait pas trop quoi faire. Benjamin n'hésiterait pas à tuer Wobble s'il se trouvait avec Shorai. Mais dans le même temps, il y a aussi un danger de rester dans la chambre 1014. Plus tard, on retrouve Shiddle, Leolio et d'autres médecins qui amènent le corps de Arkenberg en salle d'opération au niveau 3. L'esprit de Arkenberg se trouve toujours dans le corps de Balsamilko. Il appelle Benjamin pour le tenir au courant. Arkenberg pense que les symptômes et l'état inconscient de son corps feront que le diagnostic intestinal sera repoussé. Et si sa mère refuse une autopsie, cela sera considéré comme une mort à cause d'une insuffisance d'organes. Benjamin ne veut pas que l'association des Hunters soit impliquée dans l'autopsie. On a un peu plus d'informations sur l'arc de Arkenberg. Lorsqu'une flèche atteint un ennemi, il y a un échange d'esprit entre 2 personnes. Un allié aléatoire dans le groupe de Arkenberg, y compris Arkenberg lui-même, verra son esprit transféré dans le corps de l'ennemi, et l'esprit de l'ennemi ira dans le corps de l'allié. Les 2 corps tombent en même temps, et seul l'un des 2 corps et esprit pourra être éveillé à la fois, l'autre sera endormi. Lors de l'échange, la priorité du premier réveil va du côté de Arkenberg, mais lorsque le corps de l'ennemi meurt, alors l'esprit de l'allié à l'intérieur du corps meurt avec lui. L'ennemi se réveille alors dans le corps de l'allié et y réside complètement. C'est une des conditions du nen, la résolution d'être prêt à mourir pour sa cause. Et à l'inverse, si c'est le corps de l'allié du groupe d'Arkenberg qui meurt en premier, alors les 2 esprits finissent par coexister dans le corps de l'ennemi, avec la priorité du réveil à l'ennemi. Ils ont testé ça avec Vict, garde de Benjamin qu'ils ont attaqué. À présent, l'esprit d'un garde de Arkenberg et celui de Vict coexistent dans le corps de Vict. Arkenberg voulait transférer l'esprit d'un civil de son groupe dans le corps de Balsamilko, mais c'est finalement son propre esprit qui a été transféré. Son plan est maintenant de tuer son propre corps pour faire croire à sa mort, alors que son esprit réside dans le corps de Balsamilko. Mais le problème est qu'une fois le corps d'Arkenberg mort, il y aura coexistence des 2 esprits, et automatiquement c'est l'esprit de Balsamilko qui va se réveiller. Donc Arkenberg veut prendre un sédatif juste avant la mort de son corps, pour faire s'endormir l'esprit de Balsamilko et ainsi reprendre tout de suite le contrôle du corps pendant une dizaine d'heures. Les militaires sont envoyés par Benjamin et font partir Shiddle et Leolio
pour que d'autres médecins s'occupent de Harkenberg. On voit Fugetsu dans son lit avec Kacho 2 qui veille sur elle. Tserinich de son côté est passé sous la barre des 4 secondes d'activation de son Zetsu. Retour dans la chambre 1014, la deuxième session de cours sur le nen va commencer le lendemain à 9h et Sarael, la chef des gardes du deuxième prince Kamiya, va se joindre au groupe. Furikov va également revenir pour assurer la sécurité avec Baby Maina. Kurapika trouve bizarre que seule une personne de chez Kamiya ne vienne alors que le cours peut accueillir 2 personnes par prince. Et il pense qu'elle risque de tenter quelque chose. A raison puisque l'on sait qu'elle veut secrètement activer une malédiction de naine. Kurapika pense que c'est dangereux de la laisser s'approcher de Wobble et il demande à Bill et à la servante Shimano de bien faire attention et de rester auprès de la reine et du prince. Baby Maina sait que la garde de Kamiya est composée des intouchables de Kakin, et il a entendu dire qu'ils utilisaient un genre de magie vaudou, probablement basé sur du naine. Le corps de Harkenberg est en train d'agoniser, mais les médecins ne font rien. Son rythme cardiaque s'arrête et il meurt. À présent, l'esprit de Harkenberg coexiste avec celui de Balsamilko et a pris le contrôle du corps pour une dizaine d'heures. C'est donc Harkenberg qui parle avec Benjamin en se faisant passer pour Balsamilko. Il joue le jeu et explique que Harkenberg avait fait 3 demandes quand il a réalisé qu'il allait mourir. D'abord, il doit y avoir une annonce de sa mort dans le bateau, les adieux de ses partisans et le transport du corps par les gardes de sa milice privée. Ça aura lieu à midi depuis l'hôpital du niveau 3 jusqu'à la chambre mortuaire du niveau 1. Benjamin accepte toutes les requêtes en demandant à ce que le corps de Harkenberg soit traité avec respect. Et dans le corps de Balsamilko, Harkenberg remercie son grand frère. Finks, Feitan et Nobunaga entendent l'annonce de la mort de Harkenberg. Nobunaga veut discuter avec les clans Shaa et Shu concernant la manière de tuer la famille Ei. Chapitre 405. On retrouve Hisoka dans un casino pour VIP, jouant à une variante du poker au niveau 1 du Blackwell. Et dans ce même casino, on peut voir un deuxième Hisoka. Celui-ci est en réalité Bonorenov de la Brigade Fantôme qui a utilisé son pouvoir de naine, Battle Cantabile, Métamorphose, pour se déguiser en Hisoka. Kuroro lui avait demandé de se transformer en Hisoka et de se balader pour qu'il se fasse approcher par la mafia. Kuroro pensait que pour garder un certain équilibre, la mafia voudrait isoler Hisoka au niveau 1, car il pensait que Hisoka était déjà au niveau 1, et qu'il serait même déjà peut-être en contact avec un prince. Bonorenov rentre dans les toilettes et utilise son pouvoir pour prendre l'apparence de Fukuro, la chouette des bêtes de l'ombre. Bonorenov peut se transformer en une personne avec qui il a conversé précédemment pendant un temps équivalent à celui qu'il a passé avec cette personne. D'après lui, plus la personne est petite, plus le temps de métamorphose semble écourté. Précédemment, Lynch et Zakuro du clan mafieux Shu avaient rencontré Hisoka, mais il s'agissait en réalité de Bonorenov. Lynch l'avait frappé avec son pouvoir Body and Soul, juste avant qu'il ne la mette KO, mais elle avait pu comprendre qu'il était un imposteur. Bonorenov avait frappé Zakuro, puis avait pris son apparence pour discuter avec Lynch, et avait finalement décidé de la tuer. Par la suite, il avait fait l'inverse en se transformant en Lynch pour duper Zakuro. Bonorenov préférait que le groupe de Finks, Feitan et Nobunaga s'occupe de Hisoka. Il pense que, même si Kuroro ne le montre pas, il était très affecté par la mort de Charnal Kekurutopi, et d'ailleurs, il n'a jamais réaffecté la place de numéro 9, celle de Pakunoda. Kuroro chercherait un trésor dans le bateau qui serait un pouvoir permettant de tuer Hisoka pour de bon. Un reportage est diffusé sur un écran géant dans le bateau qui parle du meurtre atroce il y a 10 ans d'un certain monsieur Rhys-North, président d'une fondation d'aide aux enfants malheureux, dont le meurtrier n'a jamais été déniché. Des civils discutent, apparemment tout n'est pas clair dans cette affaire, et le fait que ça soit la mort d'un grand philanthrope ne fait pas tant l'unanimité. On voit Kuroro qui passe à ce moment-là, il semble être à l'origine de ce meurtre. Rhys-North était l'un des individus qui venaient kidnapper des enfants à Meteor City, et c'était aussi lui qui avait tué de façon horrible la petite Sarasa, l'amie de la brigade quand ils étaient enfants. On retrouve Finks, Feitan et Nobunaga qui discutent dans le QG du clan Shaa avec Oken'i, le sous-boss, et Tajao, le vice-boss.
Ils essayent d'en savoir un peu plus sur le clan Ei et sur Morena. Ils apprennent que les chefs des familles mafieuses sont historiquement des descendants de la famille royale non légitime à la succession, mais que le clan Ei a récemment complètement changé, que ce soit de chef ou de membre. Tajao dit que normalement la mafia voit les civils un peu comme leurs patrons, mais jamais comme des cibles. Nobunaga en conclut que le comportement actuel des Ei semble être celui de gens qui veulent obtenir des pouvoirs de naine. Tajao ouvre alors la porte qui mène au niveau supérieur et part devant, suivi par la brigade. On a les pensées de Okeni. Il semble bien connaître Morena et se demande si elle ne va pas devoir utiliser son Joker plus vite que prévu. Il semblerait être un traître dans la famille Shaha. Dans le QG du clan Ei, Morena informe Dogman des funérailles de Arkenberg. Il est passé au niveau 62, c'est-à-dire qu'il a tué 61 personnes. Et son pouvoir de renforcement lui permet de renifler la catégorie d'Atsu de quelqu'un à 5 mètres de lui, et de savoir si une personne est utilisatrice de naine à 2 mètres. Un autre membre du clan Ei s'appelle Sodom et a une capacité de kidnapping qui ne peut être utilisée que sur les personnes non utilisatrices de naine. Leur but était de retrouver un soldat appartenant à la milice privée du 4e prince Tserinich, se trouvant dans les étages du dessous. Morena connaît les noms et visages des soldats de Tserinich car ils ont tous été tatoués par la même personne, qui se trouve être un ancien membre du clan Ei. On voit 3 membres des Ei dans un endroit sombre qui ressemble à une station d'épuration avec beaucoup de cadavres. Ils ont tous les 3 dépassé le niveau 51. Devarales est un ingénieur civil du renforcement, Kurol est un réparateur de la catégorie émission et Demon un agent immobilier dont on ne connaît toujours pas la catégorie de naine. Chapitre 406. Finks, Feitan, Nobunaga et Tajao se déplacent dans les couloirs situés entre les bâtiments jusqu'à même sortir du bateau face à la coque qui est maintenue en place grâce à d'énormes piliers à ressort. Les eaux usées de la totalité du bateau sortent par là et les mafias Sha et Shu sont responsables de la station d'épuration qui se situe entre les niveaux 4 et 5, mais ils laissent des sous-traitants faire le sale boulot. Nobunaga suppose alors que les mafias ne gèrent pas vraiment eux-mêmes les changements d'équipe et pense que le clan Ei en profite pour tuer les sous-traitants en toute discrétion. Nobunaga retourne finalement en arrière alors que Finks et Feitan continuent de monter l'escalier permettant de se rendre en haut du niveau 2. Dans le QG du clan Ei, l'émetteur matérialisé en huître qu'avait laissé Inrigi sous un meuble se retransforme en traceur. On retrouve Zakuro et Inrigi au niveau 3, alors que de plus en plus de monde se rassemble pour voir la cérémonie funéraire du prince Arkenberg. Des membres de leur clan Shu les amènent au corps sans vie de Lynch qui a été retrouvé. Ils réfléchissent à la manière dont elle a pu se faire assassiner, et Inrigi se rapproche de la vérité en pensant qu'une personne aurait soit pris l'apparence de Hisoka pour duper Lynch et Zakuro, soit que Lynch se serait fait manipuler par le naine. Ils sont déterminés à venger Lynch. Ils pensent qu'il y a des chances que ce soit un coup de la brigade fantôme, et par conséquent qu'ils risquent de devoir s'attaquer au clan Shaha au vu de la proximité du clan Shaha avec la brigade. Devant l'hôpital du 3e niveau, Kuroro, au milieu de la foule, utilise son pouvoir Skill Hunter et active une des capacités qu'il a volées à une personne nommée Narumi McGate. Ce pouvoir est Love Dial 6700, le téléphone répugnant. Il permet de matérialiser un téléphone portable pour chercher son partenaire idéal en rentrant certains critères. Quand on appelle au numéro généré, on reçoit des instructions pour retrouver la personne. On peut rappeler le même numéro plus tard à un autre endroit ou changer de critère, mais il y a un nombre spécifique d'appels que l'on peut passer par jour. Kuroro utilise la capacité dans la foule, mais pour le moment, le téléphone lui dit que la personne qu'il recherche n'est pas dans la zone. Kuroro aimerait monter au niveau 1 vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de naine. Il connaît déjà le principe du rituel de la jarre et de la guerre de succession. Il est à la recherche des 3 trésors sacrés de Kakin qui forment le système qui génère le pouvoir de naine puissant permettant la guerre de succession. Le premier trésor est l'urne cérémoniale utilisée pour donner des bêtes spirituelles protectrices à tous les princes, Kochuran. Le deuxième est une statue à l'effigie de Bouddha qui médite, une relique qui supervise la guerre de succession, Gizazen Butsu. Et le troisième est la lame de bonne fortune, une épée de la succession qui doit être passée au prochain roi, Kichomaru.
Kuroro veut les voler, mais il sait que la présence de la brigade est déjà connue, et même que, très certainement, la famille royale est déjà au courant. Il a brouillé les pistes en disant qu'il recherchait uniquement Hisoka, ce qui lui a permis d'inspecter les bas niveaux, mais à présent, il pense que les 3 trésors sont plutôt dans les hauts niveaux. Par contre, il ne sait pas s'ils sont tous gardés au même endroit. Il suppose que Kakin a mis en place un site rituel qui agit comme un point d'alimentation et que les reliques y sont placées, probablement au premier niveau du Blackwell. Pour récupérer la nouvelle capacité très rare et très puissante qui lui permettrait de tuer Hisoka pour de bon, Kuroro doit au préalable remplir une condition pour faire évoluer son skill hunter, celle de voler un trésor national. Kuroro utilise à nouveau le téléphone. La personne qu'il a tenté de joindre a été localisée, mais elle se situe dans une zone hors de portée du signal de Nen. Il semblerait qu'elle soit dans les niveaux du dessus. Chapitre 407, toujours le jeudi à 13h, 12e jour depuis le départ du bateau. Les gardes de la milice privée du 9e prince Arkenberg portent son cercueil entouré d'une foule immense, depuis l'hôpital du niveau 3 vers le niveau 2 en passant par le grand escalier qui a été exceptionnellement descendu. On retrouve le groupe des 5 soldats de 2e rang travaillant pour le 4e prince Terinich, qui se considèrent d'ailleurs comme ses amis. Ils ont pour conseiller Volksen, 6e membre de ce groupe, et soldat de 1er rang auprès de Terinich. Celle-ci n'a plus donné de signe de vie depuis quelque temps. Ils pensent qu'elle aurait pu se faire kidnapper, peut-être avec du naine, bien qu'ils ne sachent pas grand-chose à ce propos. Ils avaient convenu que si l'un des 6 manquait à l'appel, les autres n'iraient pas le sauver, mais ils réfléchissent tout de même à quoi faire dans cette situation en continuant leur patrouille. Dans le QG du clan Ei, Volksen se réveille en face de Morena. Morena souhaite convaincre Volksen de devenir son allié, la comparant à une donneuse d'organes compatible. Morena sort un jeu de cartes, elles vont régler ça au jeu de la négociation. C'est un jeu où un parent, ici Morena, demande un service à son enfant, Volksen. Le parent a 7 cartes face visible correspondant à des questions, et l'enfant a 5 cartes face cachée. Le paquet de cartes de l'enfant est mélangé à chaque tour de jeu. En temps normal, c'est aux parents de choisir une carte face cachée chez l'enfant, mais pour cette partie, Volksen a demandé de retourner les cartes elle-même. En début de jeu, Volksen va désigner une carte question de chez Morena qui va devoir y répondre sans mentir. Ensuite, Volksen choisira au hasard l'une de ses cartes face cachée qui va partir dans sa défausse. Les tours de jeu continuent jusqu'à la dernière carte de chez Volksen, qui sera la réponse à la demande de Morena, celle de la faire entrer dans le clan Ei. Les 5 cartes côté Volksen sont Yes, la requête de Morena est acceptée, ça veut dire que Volksen doit rejoindre le clan Ei. No, la requête de Morena est refusée. Return, une des cartes de la défausse de Volksen revient dans le jeu. Joker, la carte peut se transformer en une réponse Yes ou No. Et la carte X, Volksen n'a pas besoin de répondre, cela invalide le jeu et il n'y a plus de tentative de négociation de la part de Morena. Seule l'une de ces 5 cartes, la dernière qui restera en jeu, sera utilisée. Dans le cas où Volksen voudrait se retirer du jeu avant la fin, elle n'aurait alors plus que la possibilité de répondre par oui ou non. Ensuite, les 7 cartes de chez Morena. La carte Objectif, Morena explique son objectif. Force, Morena explique sa capacité de naine. Question A, Morena répond à toutes les questions de Volksen, mais seulement par oui, non ou oui et non. Question B, Morena explique en détail la dernière question choisie avec question A. Yes, point d'interrogation, Morena explique en détail ce qui se passera pour Volksen si il ne reste que la carte Yes chez elle à la fin. No, point d'interrogation, pareil mais avec la carte No. Et enfin Deal, Volksen doit remplir une petite demande de Morena en échange de récupérer une carte de sa défausse. Après avoir écouté la demande, Volksen peut la refuser, mais elle ne récupérera pas de carte. Chapitre 408. Le jeu des négociations commence. Volksen choisit la carte Objectif chez Morena, et celle-ci dévoile son passé. Morena avait été présentée comme fille illégitime du roi Nasubi, une double ligne, enfant de la lignée royale qui n'a pas le droit d'héritage et qui a été défigurée avec une double cicatrice.
Ces gens-là ont cependant la possibilité de devenir chef de l'un des 3 clans mafieux. En réalité, la Morena que l'on connaît n'est pas la vraie Morena, c'est une usurpatrice. À Kakin a lieu tous les 2-3 ans dans un village au hasard, le Festival de la Chair. La famille royale de Kakin visite un village incognito et y tient un banquet. Les villageois sont alors répartis en 2 groupes, les hôtes qui divertissent et les autres. Si la famille royale surprend un quelconque acte de mépris, irrespect ou rébellion envers elle, il s'agit alors d'un crime de lèse-majesté, ce qui condamne la personne à mort. Malgré l'avancée de la démocratie, la contraception, l'avortement ou un test ADN sur un des membres de la famille royale est puni de mort. La mère de cette Morena, choisie comme hôtesse, a été forcée de divertir l'entourage royal pendant plusieurs jours sans pouvoir dormir. Elle est morte quand Morena avait 2 ans dans un état tel qu'elle ne s'est même pas souvenue qu'elle l'avait mise au monde. Cette Morena est un des orphelins du festival, des enfants nés de liaison avec les servants du village. Leurs visages sont tailladés et ils sont envoyés dès la naissance vers le repère d'un réseau de trafiquants d'êtres humains dirigé par le clan mafieux EI. À ce moment-là, les bébés sont séparés en 2 groupes par un test scientifique. S'ils sont de sang royal, ils deviennent des doubles lignes et les autres sont surnommés les morceaux de viande. Morena a été considérée comme morceau de viande et ce pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'un jour elle ne s'éveille aux naines et prenne la tête du clan EI. A priori, en prenant la place de la vraie Morena qui, elle, était une double ligne. Il y a 3 ans a eu lieu à Kakin une grande fête de commémoration de la démocratisation du pays. Il y a 2 ans, un festival de la chair a été de nouveau organisé puisque un groupe d'orphelins est arrivé juste l'année dernière, ce qui signifie que la famille royale de Kakin n'a jamais vraiment abandonné cette tradition. Et donc, Morena souhaite anéantir le pays de Kakin. Par la suite, Volsen retourne une carte de son jeu et tombe sur le Joker, qui est envoyé à la défausse. Elle continue en choisissant chez Morena la carte de la force. Morena parle du naine en général, elle ne va pas trop en détail sur son pouvoir, mais explique tout de même que cela lui permet de faire acquérir le naine à ses alliés dans un système de points relatif au nombre de meurtres qu'ils commettent. On apprend que Morena est de catégorie spécialisation. Elle a envoyé Dogman au niveau 3 pour flairer des gens avec son pouvoir afin d'en trouver qui seraient également de la spécialisation. C'est là qu'il est tombé sur Volksen, soldat de chez Tserinich, ne connaissant pas le naine mais étant de la spécialisation, une catégorie rare, environ une personne sur 3000. Dogman est aussi tombé sur Kuroro, que le clan Ei connaît surtout pour son statut de Floor Master dans la Tour Céleste. Volsen a toujours fait partie de l'académie militaire. On lui a enseigné que sa mission était de protéger son pays. À l'école, elle avait des cours sur les autres pays, mais Kakin reste tout de même plutôt coupé du reste du monde. On apprend que Kakin est le pire pays du monde en matière de lutte contre les inondations, mais qu'il est le leader mondial dans le traitement des données et dans la conception de pièces destinées à la fabrication d'appareils flottants dans la stratosphère, du genre ballon météo. Volsen a toujours espéré qu'elle vivrait une vie tranquille et modeste, sans devoir participer à une guerre. Mais les choses ont changé depuis la déclaration de Beyond Netero concernant le Dark Continent. Cependant, contrairement à ce que lui dit Morena, elle n'a jamais considéré le meurtre comme une option pour se débarrasser de quelqu'un dans sa vie. Le jeu de cartes se poursuit et Volsen choisit une carte au hasard dans son jeu. Elle tombe sur le Yes, ce qui attriste Morena puisque c'était la carte nécessaire pour que Volsen rejoigne le clan Ei. Si Volsen choisit la carte Yes, Morena lui donnera ses attentes concernant la capacité de naine qu'elle voudrait que Volsen développe. Mais Volsen choisit la carte No, Morena lui explique que si la dernière carte restante est le No chez Volsen, cela signifiera pour Volsen la mort, car elle ne laisserait pas repartir Volsen avec toutes les informations qui ont été divulguées. Volsen retourne une nouvelle carte chez elle et dévoile la carte X qui part à la défausse. Celle-ci aurait dû lui permettre de quitter le jeu sans avoir d'ennui. À ce moment-là, elles entendent
une annonce dans le bateau. La loi martiale spéciale a été déclarée. Chapitre 409. Les soldats de l'armée royale ont maintenant le droit de tirer à vue sur n'importe quelle personne suspecte et d'éliminer tout citoyen armé. Les passagers des 4e et 5e étages du Blackwell ne sont pas concernés par la loi martiale. Ceux du 3e niveau doivent tous se placer à genoux face à un mur en attendant les ordres de l'armée. Ceux du 2e niveau doivent retourner à leur chambre, laisser leurs portes ouvertes, enlever leurs effets personnels et s'asseoir avec leurs mains en évidence. Et enfin, les passagers du 1er niveau doivent retourner à leur chambre en attendant que les soldats finissent leurs investigations. Volsen reprend directement le jeu des négociations avec la carte Deal et un calme qui surprend un peu Morena. Morena fait la demande d'embrasser Volsen en échange de la récupération d'une carte de la défausse. Morena explique qu'il y a 3 conditions pour qu'une personne la rejoigne et qui font partie de sa limitation de naine. 1. La personne doit répondre par yes au jeu des négociations. 2. Morena doit l'embrasser pour transmettre son pouvoir contagion. Et 3. La personne doit être présente lorsque Morena ou l'un de ses compagnons commet un crime. Tout en sachant cela, Volsen accepte quand même de l'embrasser. Et Morena se rend compte que c'était son premier baiser. Ça ne perturbe pas Volsen tant que ça, qui récupère tout de suite sa carte X de la défausse. Elle demande à retourner les 2 autres cartes pour bien vérifier qu'il s'agit toujours du Return et du No, vu qu'elle a détourné le regard lorsqu'elles se sont embrassées. Oralgie du clan EI mélange les cartes, mais malheureusement c'est encore la carte X qui sort et qui est renvoyée à la défausse. Volsen choisit la carte Question A. Comme Morena ne peut répondre que par oui, non ou oui et non, Volsen pose pas mal de questions afin d'obtenir les réponses qu'elle souhaite. Elle apprend que le QG du clan EI se trouve entre les étages 2 et 3, proche de l'escalier central, et que ça a été prévu à la conception même du bateau. Il y a 5 accès vers le QG, et le nombre actuel de membres est de 21, dont aucun autre n'est de catégorie spécialisation. Volsen cherche à savoir s'il serait possible que Morena change un jour d'objectif, mais celle-ci est catégorique, elle ne changera jamais rien. Oralgie mélange les 2 dernières cartes, Return et No. Volsen en choisit une et place l'autre devant Morena. Elle les retourne ensemble et c'est Volsen qui obtient la carte Return. Elle se réjouit et serre un peu fort la carte dans ses mains. Elle peut donc maintenant choisir une des cartes de la défausse pour la récupérer et elle choisit de prendre la carte Yes. Chapitre 410. Morena demande à Volsen si elle ne s'est pas trompée en choisissant la carte Yes, mais Volsen répond que c'est bien la carte qu'elle a choisie. Elle prononce ces mots, mais son esprit est confus. Ce n'est pas vraiment la carte qu'elle aurait voulu. Morena est un peu déçue car, en fait, Volsen a triché au jeu. Lorsque Volsen a inspecté les cartes No et Return, elle a fait des petites marques sur la carte Return qui n'ont pu être visibles que par elle. Elle a pu retrouver la bonne carte parmi les deux et ensuite détruit les preuves lorsqu'elle a un peu trop serré la carte. Mais le jeu des négociations fait partie du pouvoir de Morena, et la triche est interdite. Volsen n'étant pas au courant de ce genre de restriction des pouvoirs de naine, elle ne pouvait pas savoir que tricher était un peu considéré comme un refus de jouer. Et Morena lui avait bien dit que si elle tentait de sortir du jeu, il ne lui resterait plus que la possibilité de dire oui ou non, les cartes yes ou no. Elle était donc manipulée pour n'avoir que ces 2 choix, mais Volsen a choisi le yes en son âme et conscience. Volsen rentre donc dans le clan EI. Elle ressent une puissance qui la met à genoux. Morena explique un peu plus son pouvoir. Cela fonctionne comme une application de jeu sur téléphone. Morena est l'administrateur et elle gère les données du jeu. L'application est installée chez ses alliés. Elle ne peut pas être désinstallée et continue jusqu'à ce que soit la personne finisse le jeu, soit l'administrateur, donc Morena, meurt, ou soit que le téléphone est détruit, c'est-à-dire que la personne chez qui l'application est installée meurt. Morena peut à tout moment connaître le nombre de niveaux de chacun, leur localisation et leur statut. Les membres peuvent se combattre entre eux ou se trahir tant que Morena considère que ça ne dépasse pas les limites. Et tant que Volsen est dans le camp de Morena, le clan EI ne la prendra pas pour cible, ni ses alliés. Volsen est actuellement de niveau 0 car elle n'a pas validé la condition de voir Morena ou un membre du clan EI
tuer quelqu'un. Ensuite, Volsen devra tuer des gens pour monter de niveau. Et elle doit se dépêcher car si Morena trouve une autre personne de la spécialisation, elle n'aura plus besoin de Volsen. Volsen se dit qu'elle a été comme hackée par Morena, qui peut probablement voir et entendre tout ce qu'elle fait à n'importe quel moment. Mais elle a désormais trouvé son objectif, et elle choisit de retourner voir ses camarades, et Morena lui répond de ne pas oublier que maintenant, le clan Ei est aussi son allié. Volsen demande à Morena de l'accompagner car elle voudrait savoir un peu plus de choses sur ses nouveaux alliés. Au niveau 3, les militaires ont pris le contrôle de la zone centrale. La porte de la chambre 3101 a été bloquée car 3 soldats y sont entrés et ont disparu. Ils voient ça comme un cas de type S, un cas surnaturel. C'était la pièce qui contenait un piège derrière la porte qui téléportait les gens vers le QG du clan Ei. Ils informent Benjamin qu'ils ont probablement trouvé une cachette du clan Ei et qu'un utilisateur de Nen est impliqué. Mais Benjamin dit de laisser ça à une autre équipe. Lui, il doit sécuriser les princes restants. Il demande aux militaires de se dépêcher de retrouver le 3e prince Shorai et le 7e prince Lusurus qui sont portés disparus. Ils devront ensuite se focaliser sur les princes plus jeunes. Shorai se serait échappé vers le niveau 2 avant que la loi martiale ne soit déclarée, depuis un passage à l'intérieur de la résidence de Onur Longbao, le chef du clan Shu. Benjamin pense qu'il aurait pu demander la protection du ministère de la Justice, ou alors qu'il est descendu au niveau 4, retrouver le clan Shu. On a les pensées de Benjamin. Il dit être mourant et avoir encore 10 heures devant lui avant de tomber dans le coma, puis encore 2 heures avant sa mort. Benjamin semble avoir été attaqué par le TSK-17. Sachant qu'il va mourir, il veut obtenir les droits de succession de manière officielle de son père, le roi, qui doit lui remettre une déclaration du droit à la succession et un acte de serment. Par la suite, il veut faire reconnaître son enfant illégitime, dans l'intention de faire de lui le prochain successeur au trône en utilisant l'article 1 de la loi sur l'état d'urgence en cas de menace pour la stabilité du régime. Et, toujours en pensée, il dit qu'il ne reste plus que 4 princes. Benjamin et l'armée arrivent dans le bureau judiciaire du niveau 2 et tombent sur Botobai, Misaistom et Kaiser, qui lèvent les mains. Benjamin veut les avoir comme témoins officiels lors d'une cérémonie de serment qui va fusionner les 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sous l'autorité de l'armée. Le bureau judiciaire sera son nouveau quartier général. Benjamin veut accélérer les formalités administratives. Il prétend qu'il y a eu une attaque terroriste biologique orchestrée par le 4e prince Tserinich et le 9e prince Arkenberg, et dit qu'ils se sont procuré l'échantillon d'un virus dans le Blackwell grâce à un traître dans l'armée. Ils auraient déjà arrêté des suspects dont certains gardes des princes. Les personnes soupçonnées d'être infectées sont isolées, mais pour le moment, tant que les 3 pouvoirs ne sont pas fusionnés, Benjamin dit ne pas pouvoir autoriser de les transférer à l'hôpital. Misaistom pense qu'il utilise les princes au premier niveau en tant qu'otages pour contrôler les 3 pouvoirs. Botobai regarde Benjamin dans les yeux et lui dit qu'il a mauvaise mine, mais Benjamin lui répond que tout va bien. Kaiser suppose que si Benjamin veut presser les choses, c'est que lui-même est infecté, probablement par la même chose que Arkenberg. 40 minutes ont passé depuis la déclaration de la loi martiale. Et voilà pour les chapitres 401 à 410 de Hunter x Hunter. Merci et à bientôt pour de prochains chapitres. Salut!